L'espoir de voir l'agonie du peuple palestinien à Gaza touché à sa fin refait surface sous la forme du plan Trump dévoilé il y a quelques jours alors que le président américain rencontrait le dirigeant de l'entité sioniste Benjamin Netanyahu. Depuis cette annonce, les événements s'enchaînent. Dans un premier temps, le président américain affirme que le mouvement de la résistance palestinienne, le Hamas, avait jusqu'à dimanche pour répondre à sa proposition qui compte 20 points. Le Hamas, de son côté, a déclaré par voie officielle être prêt à s'engager dans la première phase du plan, notamment sur la question des otages retenus dans ses rangs en échange de la libération de prisonniers palestiniens enfermés dans les geôles de l'entité sioniste dans des conditions inhumaines et certains à perpétuité. Le mouvement a ajouté également être prêt à s'engager en faveur de négociations approfondies. La communauté internationale n'a pas tardé à saluer la décision du Hamas. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, mais aussi l'Égypte, le Qatar, la Turquie, l'Afrique du Sud et bien nombre d'autres pays. Aux côtés de ces soutiens internationaux, les Palestiniens eux-mêmes ont accueilli favorablement cette annonce. D'abord, le gouvernement palestinien, le mouvement de la résistance palestinienne, du djihad islamique et surtout les habitants de Gaza qui ont exprimé leur joie dans l'espoir de voir enfin la fureur génocidaire s'arrêter après 2 années de bombardements quotidiens. Entre-temps, Steve Witkoff, l'envoyé spécial américain pour le Moyen-Orient, devrait se rendre dans la région dans les prochains jours, selon les médias internationaux. Et Trump a ordonné à l'entité sioniste de cesser tout bombardement immédiatement sur Gaza. Madame, Monsieur, Flécheknia International, c'est tout de suite. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre ce soir également pour ce numéro de l'Échiquier international. Et pour revenir sur ces événements, j'ai le plaisir, comme à chaque fois, de recevoir Youssef Bousemah, historien et militant antisioniste. Bonsoir Youssef, merci d'être avec nous. Bonsoir à vous et merci pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de vous recevoir Youssef. Alors, Youssef, je le disais à l'instant, vous êtes historien donc et depuis des décennies, vous travaillez sur la colonisation, la domination coloniale. Vous êtes également militant antisioniste de la première heure. Vous vous mobilisez depuis là aussi des décennies et en particulier depuis le 7 octobre, donc la date du début du génocide à Gaza. Alors, quelle lecture de ce prisme-là, quelle lecture faites-vous de ces derniers jours, de ces événements autour de la Palestine où la déshumanisation, le génocide n'ont pas encore cessé? Alors, la lecture que l'on peut faire, c'est d'abord la poursuite de la détermination du peuple palestinien de Gaza, mais aussi de Cisjordanie, pour obtenir ses droits nationaux. Ça veut dire qu'après 2 ans de génocide, la volonté palestinienne est intacte. Et c'est ça qui est extrêmement important. Et la volonté palestinienne, mais aussi la volonté des alliés de la Palestine est intacte. Hein, que ce soit les Houthis, les Libanais de Hezbollah et autres. Et donc, cette détermination palestinienne, c'est cela qui va être le ferment de la victoire. Israël n'a obtenu aucun des objectifs qui étaient les siens. L'antisioniste n'a obtenu aucun des objectifs qui étaient les siens au lendemain du 7 octobre. La résistance palestinienne n'a pas désarmé et on fait savoir aujourd'hui l'acceptation du plan Trump par les organisations palestiniennes, eh bien, n'est pas du se situe totalement dans la continuité de leurs objectifs. Pour commencer, l'évacuation totale de Gaza, l'échange des prisonniers, et le maintien des forces combattantes à Gaza, c'est-à-dire le refus de partir comme cela était une exigence. Cela confirme le fait que l'entité sioniste, comme toutes les puissances coloniales, ne peut rien contre une volonté populaire. Et c'est ça le premier enseignement. Cette volonté populaire n'a pas été brisée malgré 2 années d'une souffrance absolument inouïe. Très bien. Youssef, j'entends bien, je le disais à l'instant, donc le Hamas, le mouvement de la résistance palestinienne a accepté la première partie de ce plan de Trump qui est donc d'échanger des otages contre des prisonniers et des otages également palestiniens détenus depuis le 7 octobre. On va revenir sur ce point des prisonniers palestiniens qui est très important. Beaucoup d'otages donc dans les rangs du Hamas ont trouvé la mort lors de bombardements de l'entité sioniste qui a bombardé, rappelons-le, là aussi aveuglément et sans la moindre
vergogne la bande, l'enclave de Gaza. Est-ce qu'on peut voir, alors que les dirigeants sionistes ont affirmé depuis le début de ce génocide que leur priorité était de récupérer les otages, etc., alors qu'aujourd'hui, au moment où le Hamas accepte ce plan de Trump, l'entité sioniste poursuit ses bombardements. Est-ce que finalement on peut voir, malgré ce deal, encore un argument mensonger de l'entité sioniste en ce qui concerne le bombardement et le génocide à Gaza, et même l'occupation de la Palestine de façon générale? Oui, ça veut dire que c'est un bras de fer, c'est un nouveau bras de fer qui commence. L'entité sioniste va jouer ce qu'on appelle au poker menteur, c'est-à-dire est obligé de dire oui devant Trump, mais va tout faire pour effectivement ne pas mettre en application cette décision. On le voit bien que le sort des prisonniers israéliens à Gaza importe peu Netanyahou. Puisque son armée, comme vous l'avez dit, est elle-même responsable de la mort d'un grand nombre de ces prisonniers dans les bombardements absolument sauvages. Donc, de ce point de vue, eh bien, on voit bien que le but de l'entité sioniste est la destruction des forces combattantes palestiniennes. Et de ce point de vue, eh bien, il est évident que c'est un échec. Mais c'est vrai que ça va être une partie difficile, puisque Netanyahou va tout faire pour ne pas mettre en application le plan de Trump. Les heures qui vont venir vont être décisives, parce que Trump exige que Hamas et les autres forces palestiniennes appliquent le plan, mais le premier obstacle à ce plan va être Netanyahou lui-même, parce que la coalition de Netanyahou ne va pas résister à l'application de ce plan, même à l'acceptation de ce plan. Il est clair que cette coalition va s'effondrer. Et déjà, c'est un des premiers problèmes qui vont se poser. Alors, on parle d'une sorte d'immunité qui sera accordée à Netanyahou pour la suite, de façon à ce qu'il ne soit pas poursuivi par la justice si jamais sa coalition s'effondrait. Mais en tout cas, les heures à venir vont être absolument décisives pour savoir qui effectivement remporte ce bras de fer. Justement, on va revenir sur ce point de l'avenir politique et même l'avenir de Netanyahou. Est-ce que de ce dirigeant sioniste, est-ce que les instances internationales vont enfin pouvoir le poursuivre? Est-ce qu'il jouira toujours de cette protection sans limite des États-Unis? Je le disais juste avant, est-ce qu'on peut faire avec vous, s'il vous plaît, Youssef Bousmah, vous qui connaissez bien le dossier palestinien, QI sur la situation des prisonniers palestiniens? Justement, il y a quelques semaines, je dois rappeler cet événement, un dirigeant sioniste est allé jusqu'à aller dans la cellule de Marwan Barghouti pour l'intimider et pour le déshumaniser et annihiler son engagement. Parce qu'il faut rappeler aussi que dans les geôles de l'entité sioniste, aussi difficiles que soient les conditions dans lesquelles sont détenus les Palestiniens, c'est des détenus politiques. Là aussi, il faut le rappeler, il y a une résistance qui se poursuit dans les prisons, dans les geôles, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Le but était de briser cette volonté et effectivement, elle n'a jamais été brisée. Dans les prisons, les prisonniers continuent à lutter, continuent à résister. Leur détermination aussi n'a jamais fléchi. Et on le voit bien, l'entité sioniste se trouve dans une impasse, en fait. Se trouve dans une impasse parce que si jamais Netanyahou ne met pas en application ce plan, enfin au moins le début du plan, puisque pour le début du plan, il n'y a pas de problème, eh bien, Netanyahou et l'entité sioniste, comme on dit, le roi est nu, le roi sera nu. C'est-à-dire que le monde entier va voir la duplicité, elle va éclater cette duplicité sioniste, et de ce point de vue, eh bien, il est clair que ça va être un point à mettre au crédit de la résistance palestinienne. Donc, actuellement, faire fléchir les Palestiniens, il est clair que cela est un échec total. C'est un échec total. En dépit de tout, les Palestiniens n'ont pas fléchi. Ils restent inébranlables dans leur détermination de voir s'appliquer le droit, s'ils s'appuient sur des droits élémentaires. Voilà. C'est vraiment un échec, mais on va voir un petit peu si le reste du monde et si les puissances, eh bien, vont faire pression sur Netanyahou pour qu'il applique ce plan. Ça va être déterminant.
Très bien, justement, on va continuer à parler de ce plan et parler justement de la décision qui a été prise par le Hamas. Vous l'avez dit vous-même, cette première partie peut être compliquée, notamment par l'entité sioniste. Mais Youssef, concrètement, comment analysez-vous, la réponse du Hamas quant à ce plan de Trump? Elle est intelligente. Elle est intelligente parce qu'en fait, Hamas, et il faut aussi préciser les autres organisations combattantes de Gaza qui s'alignent sur Hamas. Hein, ça a été le cas notamment de l'expression du djihad islamique et du FPLP, du FDLP, les autres formations marxistes de Gaza. C'est une réponse intelligente, puisque c'est une réponse qui consiste à prendre tout ce qui est positif dans le plan Trump, parce qu'on voit bien que dans le plan Trump, il y a des conditions inacceptables. Par exemple, le désarmement des organisations combattantes, et puis le départ des combattants, un peu comme ce qui s'était passé à Beyrouth en 1982 pour les forces de l'OLP qui avaient été contraintes de quitter Beyrouth. Hein. Bon, c'est un peu ce que voudrait l'entité sioniste. Bon, eh bien, les organisations palestiniennes ne parlent pas du tout de cela et prennent effectivement dans le plan tout ce qui va dans le sens des revendications palestiniennes, à savoir l'arrêt immédiat des bombardements, le cessez-le-feu, l'échange des prisonniers pour commencer. Ensuite, Hamas a dit qu'il était d'accord pour que s'installe temporairement une administration de technocrates d'Arabes, c'est-à-dire qu'on refuse absolument l'espèce de diktat néocolonial avec Tony Blair, comme cela a été proposé à un moment. Et dans un second temps, l'organisation d'un forum réunissant toutes les formations palestiniennes en Égypte, je crois, au Caire, pour décider de l'avenir de Gaza. Ce sont les points sur lesquels, et puis bien sûr, l'entrée de l'aide humanitaire massive et bien sûr aucun déplacement. Tous ces points qui peuvent être contenus dans le plan de Trump, eh bien, ce sont ces points que reprend Hamas et les autres organisations. C'est intelligent parce que on ne parle pas des points avec lesquels on est en désaccord, on parle uniquement des points avec lesquels, les points qui peuvent faire consensus. Donc, je dis, c'est une réponse intelligente parce que ça renvoie la balle dans le camp de l'entité sioniste. Justement, la balle est renvoyée dans le camp de l'entité sioniste et actuellement la communauté internationale a salué la position du Hamas. J'en ai cité quelques-uns tout à l'heure, notamment le secrétaire général des Nations Unies. Youssef Bousma, justement sur la communauté internationale, et là je vais parler de la communauté internationale occidentale, des dirigeants occidentaux, en particulier ceux des grandes puissances. Il y a eu, on le voit ici, un large silence, voire une complicité des pays occidentaux et même de certains pays arabes, en particulier face à ce génocide. Alors, comment vous analysez cette dissonance au final de réaction auprès de certains pays qui ont directement salué cette décision du Hamas? Est-ce un repositionnement, une façade diplomatique? Et surtout, est-ce qu'aujourd'hui, vous posez la question depuis tout à l'heure, et je vais vous la poser moi aussi, est-ce que finalement les pays occidentaux, les dirigeants occidentaux vont mettre pression pour que Netanyahou soit jugé et l'ensemble des responsables de ce génocide? Parce qu'il s'agit d'un génocide. L'ONU confirme que c'est un génocide, les ONG confirment que c'est un génocide. Est-ce qu'on peut espérer finalement de voir Netanyahou être jugé? Alors là, ça sera beaucoup plus compliqué. Ce sera beaucoup plus compliqué parce que on voit bien que même l'acceptation par la France de la reconnaissance de l'État de Palestine était d'une certaine façon un recul par rapport aux conclusions de la Cour de justice internationale qui, a un an, demandait à Israël d'évacuer immédiatement et sans condition Gaza et la Cisjordanie. Et c'est vrai que la reconnaissance par la France de l'État de Palestine était un recul parce que cette reconnaissance, eh bien, d'une certaine façon, demandait à ce qu'il y ait des négociations pour cette évacuation. Or, la Cour de justice n'a jamais parlé de négociations pour cette évacuation. Elle demandait à l'entité sioniste elle donnait à l'entité sioniste un an pour évacuer les territoires palestiniens. Bon, alors c'est pour ça que ça va être plus difficile concernant disons, des aspects, je pense, comme le passage en jugement des responsables militaires et politiques sionistes. Cela dit, si un certain nombre de ces pays
de la dite communauté internationale réagissent ainsi, c'est qu'ils se rendent compte que, comme on dit, la mayonnaise a pris, hein, selon l'expression, permettez-moi, c'est-à-dire que on voit bien qu'il y a une formidable mobilisation pour la Palestine, qui, loin de baisser en intensité, n'a cessé de croître. Cela est exactement ce que redoutaient les gouvernements occidentaux. Alors en plus, on le voit avec la flotille, 400 détenus, dont certains ont été maltraités. On voit que maintenant, les chancelleries sont en émoi. On voit des gouvernements, alors certes pas occidentaux, mais sud-américains, comme le gouvernement de Colombie, qui vient d'expulser toute la délégation palestinienne de Colombie. On voit des mesures qui sont prises un peu partout. Cela, on voit bien aussi, et cela donc doit avoir un effet d'entraînement, parce que si les organisations palestiniennes sortent plus ou moins vainqueurs de ce bras de fer actuellement, si Israël est obligé d'évacuer Gaza, eh bien cela va complètement encourager d'autres opinions qui jusque-là sont encore un petit peu mollassonnes, notamment dans certains pays arabes. Alors, du Moyen-Orient, particulièrement, je pensais. Et cela va encourager les forces antisionistes de la région au Moyen-Orient. Alors, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, si ces pays occidentaux sont en émoi, c'est parce qu'ils craignent tout ça aille encore plus loin. Vous vous rendez compte, en Italie, plus de 80 villes d'Italie, il y a eu 1 million de personnes hier dans les rues. C'est du jamais vu. Et même, y compris dans le parti de Meloni. C'est extraordinaire. Même dans le parti de Meloni, on a une opinion majoritaire favorable aux Palestiniens. Donc, ce sont des choses qui ne se sont jamais vues. Et donc, certains pays occidentaux ont raison de s'inquiéter parce que cette agitation et ce soutien, cette formidable solidarité avec la Palestine pourrait ensuite, déboucher sur des revendications autres, sociales et autres. Donc, on craint toujours lorsqu'il y a une grande agitation comme ça. On sait où ça commence et on sait pas où ça se termine. Donc, je pense que certains pays occidentaux ne sont pas mécontents qu'il y ait un plan et pourraient faire pression sur l'antisémitisme. Mais ça, on va le voir parce que ça va être une autre histoire. Mais en tout cas, ça, ce sont des points marqués par la résistance palestinienne. Très bien. Cette formidable mobilisation. Très bien, Youssef. J'imagine qu'au moment où vous avez parlé de la Colombie, vous vouliez dire qu'ils ont expulsé les diplomates de l'entité sioniste. Oui, c'est ça. Ah, oui. Colombie, parce que vous avez dit les Palestiniens. J'espère qu'on aura le temps de revenir sur cette mobilisation extraordinaire. Je rappelle même que les dockers en Italie sont parvenus à faire des pressions commerciales et en Espagne aussi. Il y a une mobilisation des travailleurs qui visent directement les intérêts économiques de l'entité sioniste et même des pays occidentaux. Ce qui m'amène à la prochaine question justement. Youssef, la poursuite des bombardements de l'entité sioniste qui bombarde toujours l'enclave de Gaza et Trump qui réagit et ordonne leurs arrêts immédiatement. Trump également qui dit avoir un droit de veto pour que la Cisjordanie ne soit pas scissionnée en deux. Qu'est-ce que cela révèle finalement sur les relations entre l'entité sioniste et les USA? Oui, alors là, c'est un grand sujet. C'est un grand sujet puisque ça a donné lieu à nombre de débats. En fait, comme l'entité sioniste, c'est le bras armé de l'impérialisme dans la région. Vraiment, son bras armé. Ça ne veut pas dire que ce bras armé n'agit pas parfois pour son compte personnel. Hein. Il a aussi sa dynamique propre. Mais au final, ce sont bien les États-Unis, c'est bien l'Amérique, c'est bien l'impérialisme qui tient ce bras armé par une laisse. Un petit peu comme on tient un chien en laisse, un pitbull en laisse. Et donc, il est évident que l'entité sioniste va ruer dans les brancards, va protester, va hésiter, va reculer. Mais au final, si Trump pour les raisons qui le concernent, non pas des raisons morales ou humanitaires, mais des raisons de tactique, si Trump a envie que ça s'arrête, ça va s'arrêter. Moi, je suis convaincu que même s'il y a une liberté d'action de la part de l'entité sioniste, il suffit de voir comment Netanyahou est à côté de Trump. On dirait un petit garçon, on dirait un petit garçon qui est là à côté du papa. Ça veut dire que l'entité sioniste a certes une liberté d'action pour tuer, pour massacrer, mais au final, si le comportement de l'entité sioniste
menace les intérêts impérialistes dans la région, l'Amérique en particulier, eh bien, l'Amérique lui fera, comme à d'autres occasions, comme en 2006 par exemple, sous Obama, certes, eh bien, l'obligera à appliquer ses décisions. Là, j'en suis convaincu. Mais on va le voir. Hein. C'est que disons que la manœuvre, la liberté d'action de l'entité existe, mais elle est limitée. Elle est limitée. C'est bien les États-Unis qui décideront de l'avenir. Et au travers l'histoire des administrations américaines, il y a eu l'entité sioniste s'est fait réprimander à plusieurs reprises. Et vous avez rappelé notamment en 2006 et je crois aussi ça a été fait sous Bush père. Je crois, je suis pas très sûr, mais je crois que ça a été fait aussi sous Bush père ou encore le président Kennedy aussi, qui avait beaucoup de réticence à s'engager corps et âme avec l'entité sioniste telle que l'ont fait d'autres personnes avant lui. Ce qui nous amène à la prochaine question. Est-ce que finalement aujourd'hui Trump a peur justement de cette opinion publique américaine qui se mobilise de plus en plus en faveur de la Palestine? Est-ce qu'il a peur de perdre la guerre médiatique? Parce que la guerre médiatique, on doit se l'avouer aujourd'hui, l'entité sioniste, elle a perdu. Il y a eu, et c'est ça aussi l'une des forces magistrales de la résistance palestinienne qui tout au long, et du peuple palestinien qui par sa résilience, c'est aussi la moralité aussi de la résistance palestinienne, ont gagné le cœur de l'humanité. On le voit avec la flottille, on le voit des simples militants qui traversent tous les dangers pour pouvoir apporter le raid à Gaza. On voit les dockers en Italie, la mobilisation impressionnante qu'il y a en France, à Sydney, même dans des pays impérialistes comme le Japon, comme les États-Unis, tout ça. Est-ce que Trump, finalement, aujourd'hui, se rend compte que même au sein de l'administration Trump, même au sein de l'opinion publique américaine, cette question peut faire clivage et peut aller à l'encontre des intérêts américano-américains? Mais tout à fait. C'est comme ça que l'impérialisme a toujours réagi. Hein. Bien sûr, c'est la résistance, c'est la formidable résilience du peuple palestinien et sa résistance qui sont le moteur principal de tout ce qui se passe. Voilà. Mais c'est évident que l'opinion publique mondiale joue un grand rôle, comme à l'époque de l'Algérie, de la révolution algérienne, comme à l'époque de la révolution vietnamienne, comme à d'autres époques. C'est malgré tout un acteur important. Pourquoi? Alors, encore une fois, ce n'est pas par sentiment humanitaire, mais cela est un facteur de déstabilisation. L'impérialisme, on l'a vu aussi pour l'Afrique du Sud, bien sûr, pour l'Afrique du Sud. L'impérialisme, en fait, investit dans des pays comme l'Afrique du Sud, du temps de l'apartheid, de l'entité sioniste, il investit. Mais il faut que cet investissement ne crée pas de problème. C'est un peu comme un retour sur investissement. Et si cet investissement, parce que ça coûte très cher d'entretenir l'Afrique du Sud de l'apartheid ou l'entité sioniste, et si, au final, cet investissement s'avère plus douloureux pour les intérêts stratégiques, mais aussi matériels, que ce que ça n'apporte comme bénéfice, eh bien, l'impérialisme revoit sa copie, comme on dit. Il revoit sa copie. Et c'est comme ça qu'effectivement, eh bien, l'impérialisme est obligé de céder. Il y a un exemple. Il y a un petit exemple. C'est celui de la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Georges Ibrahim l'a dit. Il a dit que sa libération, il la doit, bien sûr, à la résistance palestinienne. Mais il dit il a bien expliqué que les juges français ont finalement cédé parce qu'effectivement, il était plus problématique en détention qu'en liberté. Alors ça, c'est un petit niveau, oui, par rapport à la Palestine, mais on peut l'étendre au niveau de la Palestine. Si le maintien de l'entité sioniste, au final, coûte beaucoup plus cher que ça ne rapporte en termes dialectiques, dans la dialectique intérêt matériel, intérêt politique, eh bien là, l'impérialisme est obligé de reculer. C'est pour ça que je pense que ce qui se passe actuellement, eh bien, va faire réfléchir l'impérialisme. Cela est lourd de conséquences. Si on en revient à la révolution algérienne, ce fut également le cas. Ce qui a fait céder De Gaulle, finalement, c'est bien sûr une extraordinaire résistance du peuple algérien et de ses organisations, mais c'est aussi le fait que ça coûtait très cher aussi pour l'impérialisme. Parce que même s'il y avait un différend entre Kennedy, d'abord Eisenhower, et la France, entre la France et les États-Unis, eh bien, cela n'empêchait pas que la défaite française risquait d'entraîner
Si le conflit continuait trop longtemps, ça risquait de poser des problèmes à tout l'impérialisme. N'oublions pas que la France était alimentée en armes par l'OTAN à l'époque. Donc c'est aussi un des motifs qui a fait que la France a dû céder. C'est parce que l'impérialisme lui-même a fait pression. Eh ben, il en va de même pour la Palestine, il en allait de même pour l'Afrique du Sud, mais cela ne peut marcher qu'avec la résistance du peuple. C'est cette résistance du peuple qui, au final, détermine l'enchaînement de la réaction en chaîne, si je puis dire. Très bien, Youssef. Brièvement, une dernière petite question. L'arrivée prochaine de Witkoff au Moyen-Orient, comment vous l'interprétez? Brièvement. Pardon, je n'ai pas bien entendu. Je vous disais, l'arrivée prochaine de Witkoff, le conseiller personnel de Donald Trump aux affaires au Moyen-Orient, dans cette région justement, comment vous l'interprétez? Son arrivée dans la région, vous voulez dire? Oui. Je l'interprète comme peut-être une volonté de Trump de faire pression sur Netanyahou, ou en tout cas de montrer qu'il est très attentif à ce qui se passe. Alors on va voir justement, à l'issue de ces entretiens, c'est toujours une sorte de poker menteur. Hein. On va voir lequel va réussir à convaincre l'autre. Et d'ailleurs le fait qu'il y ait la flottille actuellement et que cette flottille, cette arrestation illégale, cet acte de piratage, peut aussi approfondir la crise et peut aller dans le sens d'une pression supplémentaire sur Netanyahou. Très bien. En tout cas, c'est la volonté de Netanyahou d'intervenir directement, de façon précise. Très bien, Youssef, merci de m'avoir accompagné. Je rappelle que vous êtes historien et militant antisioniste. Merci encore de m'avoir accompagné. Merci à vous. Quant à vous, très chers téléspectateurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente suite des programmes sur Alpha News.